Que vous soyez un particulier ou un professionnel, si vous avez un projet immobilier en Espagne, ce podcast Ne perd pas le Sud vous servira de boussole. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, car je vous livrerai au fil des épisodes des astuces et des recommandations pour vous aider à sécuriser en toute éthique vos projets. Hola a todos y todas, je m'appelle Audrey Clemenceau. Je suis avocate spécialisée en droit immobilier, inscrite au barreau de Barcelone et aussi agente immobilier en Espagne. J'accompagne depuis maintenant plus de 17 ans mes clients, français ou francophones, dans leurs projets immobiliers sur tout le territoire espagnol, qu'ils portent sur un achat, une vente, de la construction, des baux commerciaux, de la cession d'actifs immobiliers ou de fonds de commerce, ou encore une succession entre la France et l'Espagne. Je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast et bonne écoute! Si vous avez besoin d'un financement en Espagne pour acheter un bien immobilier, comment ça marche ? Si la question se pose, c'est qu'elle doit se poser parce que ça ne fonctionne pas du tout comme la France. Donc prenez note si vous souhaitez acheter un bien immobilier avec un financement. Déjà, on peut se poser les questions quand on est français et qu'on souhaite acheter un bien immobilier en Espagne. On peut se poser la question de savoir est-ce que me finance ma banque française que j'ai depuis toujours ou une banque espagnole ? La question reste entière. Je ne peux pas y répondre lors de ce podcast parce que c'est vraiment du cas particulier. Il faudrait voir d'où proviennent les fonds. Est-ce que vous avez d'autres biens immobiliers en France ou en Espagne ? Quel type de revenus vous avez ? Donc, c'est vraiment une question au cas par cas qu'il faudra étudier pour savoir s'il est plus judicieux de demander votre financement auprès d'une banque française ou auprès d'une banque espagnole. Ici, moi, lors de cet épisode, je ne vais vous parler que des financements côté espagnol. D'accord ? Côté français, j'en ai déjà fait, je sais comment ça fonctionne, mais c'est trop complexe de rentrer dans le détail des deux pays. Donc, on va vraiment être focus sur cet épisode, sur le financement en Espagne. Et comme d'habitude, je vais vous parler de mes clients. J'ai 2 exemples clients à vous exposer aujourd'hui. Le premier exemple, mes clients sont franco-marocains et ils souhaitent acheter un bien immobilier, investissement locatif en Espagne, à Barcelone. L'appartement est loué avec un bail de 5 ans, c'est de la location habituelle. D'accord ? Dans ce cas-là, ils s'étaient accompagnés d'un courtier qui n'avait pas eu la totalité de l'information du dossier dès le début. Donc, il monte le financement auprès de la banque comme un financement d'achat d'une résidence principale habituelle pour mes clients. Or, ce n'est pas le cas puisque c'est un achat d'un investissement locatif. Il y a des locataires en place. Pourquoi est-ce que ça a posé problème ? Bien parce que lorsque vous achetez votre résidence habituelle et principale, les banques en Espagne vous prêtent entre 80 à 90%. 90%, c'est assez exceptionnel, c'est vraiment le next plus ultra. Mais en règle générale, il faut vraiment se baser sur 80%. C'est-à-dire, si vous obtenez 90% de par votre dossier, c'est très bien, mais on va prendre comme règle générale la base de 80% de financement. Alors que quand on est sur un investissement locatif ou si vous achetez un local commercial, par exemple, et dans tous les cas dans lesquels vous achetez un bien qui ne sera pas votre résidence principale, on est sur entre 60 et 70% de financement. Donc, on est plus sur du 80%. Donc, ça, c'est très important. Quand je parle de 80%, 60 ou 70%, le pourcent, il est sur quelle base ? Eh bien, il n'est pas sur le prix que vous achetez. Non, sinon, ce serait trop facile. Il est sur la tasación. C'est quoi la tasación ? La tasación, c'est l'expertise immobilière qui est faite par un expert immobilier, en règle générale mandaté par la banque qui va vous financer, qui va venir visiter le bien et qui va faire une étude de marché. Et ce que cette personne va émettre dans son certificat de taxation, c'est le montant qui va être la base de la banque, qui va être la base pour la banque de votre financement. Donc là, on va avoir, et vous allez commencer à comprendre, les problématiques qu'on peut avoir. Pourquoi c'est important d'avoir cette taxation ? Pour la simple et bonne raison que si on a un prix d'achat qui est supérieur à la taxation, donc j'ai un autre exemple client, et là c'était un couple franco-anglais qui achetait leur résidence principale.
le prix était de 250 000 euros. Or, la taxation est sortie à un montant de 200 000 euros. Donc là, clairement, il nous manquait de l'argent parce que la banque, elle finançait à hauteur de 80%, puisqu'on était de la résidence habituelle, des 200 000 euros, puisque c'était le montant de la taxation. Or, ils achetaient 250 000 euros. Donc, il nous manque 90 000 euros pour acheter le bien à 250 000 euros. D'accord ? Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? Dans un cas comme ça, qu'est-ce que j'ai proposé à mes clients ? J'ai proposé les outils suivants. La première chose, je leur ai dit, on va jouer la carte de la sincérité et de la transparence avec les vendeurs. On va s'asseoir autour d'une table et on va voir ce qu'on peut faire. Donc, on a réussi à négocier un petit peu le prix à la baisse. De 250 000, on a réussi à le négocier à 245 000 euros. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça de gagner. Donc, on a réussi à négocier le prix. Ensuite, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Comme j'avais rédigé le contrat d'art, et là je fais une petite parenthèse, c'est important de revenir dessus, le contrat d'art notamment en Catalogne, quand vous versez, au moment de la signature du contrat d'art, vous versez 10% du prix. Et vous ne pouvez pas récupérer ces 10%, sauf si vous n'obtenez pas votre financement. Là, clairement, le financement, il n'était pas obtenu en sa totalité. Donc, on était dans un cas précis où on pouvait récupérer les arts de mes clients couples franco-anglais. Les arts qui étaient versés, c'était 10% de 150 000, donc c'était 25 000 euros. C'était quand même pas rien. Donc là, on avait une porte de sortie. Première porte de sortie, leur dire, très bien, on a négocié à la baisse le prix, mais vous avez encore cette porte de sortie, parce qu'on peut leur dire que vous n'avez pas obtenu votre financement, ce qui est vrai, puisque vous n'obtenez pas le financement pour acheter le bien. Donc, on ouvre cette porte de sortie et vous récupérez les 25 000. Ou alors, vous continuez, mais il faut trouver les 85 000 manquants. En fait, on avait deux portes de sortie pour pouvoir sortir en sauvegardant au maximum les intérêts de mes clients. Eh bien, tout simplement, ils en discutent avec leur famille. Je vous avoue que c'était une situation très, très incommode pour tout le monde parce que aller toquer à la porte de la famille en demandant si quelqu'un avait 85 000 à leur prêter, ce n'est pas une situation dans laquelle on est très, très à l'aise. Mais ils ont eu cette chance d'avoir plusieurs membres de leur famille qui leur ont prêté et ils sont arrivés à la somme de 85 000. Donc, ils ont réussi à faire le complément du prix. Le complément, en fait, la différence entre le prix le nouveau prix de 245 000 et le montant qui était financé par la banque. Ils ont eu beaucoup de chance parce que là, il y avait des membres de leur famille qui leur venaient en aide, mais au pire du cas, ils auraient de toute façon pu sortir de l'opération indemnes en récupérant les 25 000 euros. C'était un appartement qui leur plaisait énormément, donc ils se sont donné les moyens pour le faire. En revanche, c'est pas le cas de tout le monde. Donc, il faut être vigilant et je vais vous donner 3 conseils si vous avez besoin d'un financement en Espagne. Le premier conseil, c'est très, très important. C'est le premier exemple que je vous ai donné avec mes clients franco-marocains. Il faut définir dès le début si on est sur l'achat d'une résidence principale ou d'une résidence secondaire. Par résidence secondaire, on entend les locaux, les investissements locatifs. Il y a la grosse catégorie résidence principale. Je vais vivre dans l'appartement que je vais acheter ou alors je ne vais pas vivre dans l'appartement que je vais acheter ou je vais exercer un business dans cet appartement ou dans ce local, auquel cas, c'est pas la même chose. Vous avez compris, on est sur 80%. La banque va vous financer jusqu'à 80% de montant de la taxation si on est sur de la résidence habituelle. Si ce n'est pas le cas, on descend à 70 voire 60% du montant de la taxation. Ça permet quoi ? Ça permet de voir, du coup, quel est l'apport que vous devez mettre dans le dossier, d'accord ? Ça, c'est très important pour bien prévoir votre budget. Mis à part le fait qu'il faut obtenir la taxation le plus rapidement possible, pour sortir, pour le plus rapidement, ne plus avoir de doute sur quel est le montant de la taxation, quel est le montant que la banque va me prêter. Parce que les 80, 60, 70, c'est sur le montant de la taxation. Donc, ça, c'est ce que la banque va vous prêter. Tout le reste, il faut que vous puissiez l'apporter en fonds propres. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut avoir la différence jusqu'à 100% du prix.
Si la banque vous finance 80, 70 ou 60, il faut avoir 20, 30 ou 40% en apport personnel pour arriver jusqu'à 100% du prix, mais pas seulement. Attention, il faut aussi avoir les impôts et les frais correspondant à l'achat. Les impôts, c'est soit l'ITP, soit la TVA. En règle générale, on est sur du 10%, mais attention, le 10%, c'est en Catalogne sur les biens inférieurs à 600 000 euros. Si vous êtes dans une autre communauté autonome ou si on est sur des biens inférieurs à 600 000 euros en Catalogne, c'est un autre pourcentage. Donc, c'est important de savoir où est-ce que vous achetez et à quel prix pour pouvoir bien calculer le montant de l'ITP. Ça, l'ITP, c'est sur des biens neufs, sur des biens de seconde main, excusez-moi. Pour des biens neufs, on est sur la TVA immobilière et il y a un autre petit impôt à calculer. Donc ça, c'est aussi important de savoir si on est sur du neuf ou du seconde main. Ensuite, les frais de notaire, les frais de registre, on peut compter environ 3 000 euros par lot. Un lot, c'est-à-dire que si vous achetez un appartement, une cave et un parking, on peut avoir 3 lots. Donc pareil, c'est quelque chose à valider. Ensuite, si vous faites accompagner par un avocat comme moi, il faudra prévoir et budgéter ses honoraires. Les tarifs sont libres, donc il faut faire des devis et demander pour que vous puissiez prévoir ces honoraires dans l'enveloppe budget. Pareil, si un architecte doit se déplacer, bien parce que vous avez besoin de faire des travaux dans l'appartement, ou bien parce que, comme dans l'épisode antérieur, numéro 14, vous aviez un problème d'aluminosis, pareil, il faut savoir le montant des honoraires de l'architecte pour pouvoir le budgéter. Ensuite, si vous avez besoin d'un courtier, il faudra aussi le prévoir dans l'enveloppe budget. Et finalement, si vous avez besoin d'un financement, il faudra voir avec la banque tous les frais liés au financement, notamment les frais de la tasación, donc de l'expertise immobilière. Parfois, il y a des frais d'ouverture et ça dépend de chaque banque. Donc, il faudra valider ça avec la banque. Attention, dernier petit point d'alerte sur le financement. Si vous avez besoin de faire des travaux, je ne parle pas de l'achat d'un terrain et de la construction d'une maison. Ça fera l'objet d'un autre épisode, c'est beaucoup plus complexe. Je parle de l'achat d'un bien immobilier de seconde main dans lequel vous souhaitez faire des travaux. En règle générale, et en 17 ans de carrière, je l'ai vu une seule fois, en règle générale, les banques ne financent pas les travaux. Donc si vous avez besoin de faire des travaux, pareil, il faut que ce soit en fonds propres. D'accord ? Je sais que les banques françaises financent les travaux. Je ne sais pas si elles financeraient des travaux en Espagne. Ça serait à voir avec votre banque. Mais en tout cas, en Espagne, je vous dis, je l'ai vu qu'une seule fois. Et ça n'a pas été facile. Je pense qu'on a fait le tour de cet épisode sur le financement. Comme vous avez vu, ça n'a absolument rien à voir avec la France. La première chose à faire, c'est la tasación. Ça, c'est très important. Une fois que vous avez la tasación, vous savez jusqu'à où la banque va vous suivre. Du coup, vous pouvez prévoir votre budget et savoir combien est-ce que vous avez d'apport à faire, vous, personnel. On peut prendre aussi le problème à l'envers et dire, moi, j'ai tant d'apports. Donc, si j'ai tant d'apports, on fait le calcul inverse et on peut du coup savoir la fourchette de prix des biens dont vous pouvez vous porter acquéreur. D'accord ? Donc ça, c'est un travail que je peux faire aussi avec mes clients s'ils en ont besoin. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Et si ce contenu vous plaît, je vous remercie de vous abonner à ce podcast ou à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains épisodes ou de le recommander autour de vous pour soutenir mon travail. Je vous remercie, à bientôt.